Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Chroniques du blindage. Aujourd'hui, je vous propose d'étudier la conception d'un diorama avec concordance des temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, tout simplement qu'on va utiliser un premier dispositif qui appartient à une époque donnée. Ici, c'est un temple gréco-romain du 1er ou du 2e siècle après Jésus-Christ. Et on va le mettre en parallèle avec un personnage qui appartient à une toute autre époque, en l'occurrence ici, un Français libre. Alors un Français libre, faut pas confondre avec les résistants, ça c'était les forces françaises de l'intérieur. Ici c'est un Français des FFL, Forces françaises libres, qui avec le général de Gaulle ont participé à des actions de combat, notamment en Afrique du Nord. Et ici ce soldat de la Légion étrangère vient de libérer la Syrie. On est en 1941 et la Syrie appartenait à Vichy, donc aux forces de l'Axe. Et dans ce combat fratricide, ces hommes courageux ont libéré la Syrie et l'ont redonné aux Alliés. Et on imagine maintenant ce soldat venant contempler la beauté d'un temple palmyrénien dans cette cité caravanière absolument fabuleuse, mais dont il ne reste aujourd'hui absolument plus rien, puisque vous n'êtes pas sans savoir que la cité a été entièrement rasée dans les années 2015-2016. Donc construire ce temple, c'est en quelque sorte résister au temps et rendre immortelles ces constructions absolument fabuleuses. Alors voilà, donc mon sujet, c'est un Français libre à Palmyre. Maintenant on va partir dans la conception et là on va s'amuser parce que quand on veut réaliser un sujet historique, il n'est pas question de partir dans de la fantaisie et faire n'importe quoi. Ici, tout a été pensé et réfléchi en fonction des archives que j'ai pu récolter et de la documentation que j'ai trouvée. Pour la doc, j'ai notamment utilisé ce livre sur le Levant, là, que je trouve tout à fait extraordinaire, avec des superbes images. Je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà. Là, on voit en Syrie la lumière et la couleur que prennent les colonnes dans les grandes rues à colonnades avec les temples qui bordent là les rues. Vous avez ici, à Palmyre, une grande colonnade et vous voyez, on reconnaît les consoles d'Evergette là, sur lesquelles il y avait une statue à chaque fois d'un donateur. Chaque personne donnait de l'argent pour fabriquer une colonne. Ici, on voit aussi un temple avec toujours ces consoles là et la couleur, la lumière qu'on trouve là. Enfin, c'est absolument fabuleux quoi. Ça, c'est le fameux temple de Bel qui est au jour d'aujourd'hui transformé en cendres. Il n'y a absolument plus rien. Là, vous voyez le dispositif de construction d'un temple. En fait, un temple, c'est ça, et tout autour, il y a le sanctuaire. Les gens avaient accès au sanctuaire. En général, il ne reste plus rien de ce sanctuaire. Il reste des morceaux du temple, et ce temple était réservé aux dieux. On ne pouvait pas rentrer à l'intérieur. Là, ici, vous avez un magnifique temple, le temple de Bacchus à Baalbek. Donc, c'est au Liban, ça. Vous voyez toujours ces constructions fabuleuses d'une taille colossal quoi. On n'imagine pas trouver ça en Orient et en fait c'est là-bas que se trouvent les plus beaux temples. Même si on en trouve aussi près de chez nous, regardez ces photos que j'ai prises en Sicile, là on est à Ségeste, puis là à Selinunte, et là vous avez des temples absolument superbes, mais d'une époque plus classique, ils datent du 5e siècle avant Jésus-Christ. Ceux-là sont typiquement grecs par contre, avec le chapiteau dorique. Donc on est de la même époque que le Parthénon d'Athènes. J'habite Beaucaire, à côté de Tarascon, d'Arles, d'Avignon et de Nîmes. Et si on se promène à Nîmes, regardez ce qu'on voit, c'est absolument fabuleux. Ça s'appelle la Maison Carrée à Nîmes, même si c'est un nom qu'on lui a donné à la Renaissance. Ce temple a en fait 2000 ans. Et il date du 1er siècle après Jésus-Christ. C'est un temple romain de l'époque classique, avec chapiteau corinthien. Et il a exactement la même structure que mon temple là, avec 6 colonnes de front, on dit hexastyle, et une douzaine, voire 13 ou 14 colonnes de long, mais ici j'en ai qu'une partie parce que mon diorama s'arrête exactement à ce niveau-là. Ce qui est une coupure que j'ai voulu volontairement pour arrêter mon diorama. Et accessoirement rentrer dans ma vitrine. Voilà, parce que l'échelle est au 1,72, donc là j'ai respecté les longueurs et les largeurs. Tiens, au fait, je vais vous les donner. La largeur ici au 1,72 de ce temple, c'est 20 cm pour un hexastyle. Et là, on dépasse les 30 cm en largeur, mais il faudrait aller au moins jusqu'à 40 cm si on voulait le temple complet. Mais moi, je ne voulais pas le temple complet, je voulais une ruine. C'est donc complètement volontaire. D'accord ? Alors, pour la conception, regardez, j'ai fait un plan. Il vous faut en fait une largeur de temple correspondant à l'emplacement de 6 colonnes. Et sur la longueur, il vous faut entre 13 et 14 colonnes. Donc ça fait 12 colonnes en verre
et les 2 colonnes rouges en plus. Ça, c'est uniquement les colonnes extérieures du temple qui portent la toiture. Mais à l'intérieur, on trouve un bâtiment que j'ai dessiné là en jaune et qui est un lieu complètement privé pour les dieux. Et derrière la salle du dieu, il y avait le trésor de la cité généralement et qui était un peu comme pour nous aujourd'hui, toujours vide. Bon, j'ai ici donc des proportions, largeur, longueur, hauteur, dont les normes ont été calculées d'après les proportions du corps humain. Vous voyez, entre la longueur des jambes, des bras et du corps entier d'un héros grec, quel qu'il soit, d'un corps idéalisé. Et il ne faut pas penser par contre en termes de nombre d'or ou de je sais quel calcul mathématique. Hein. Le nombre d'or, on l'utilisait au XVIe siècle, pas à l'époque grecque. Même si les Grecs le connaissaient, Platon en parle dans un de ses textes. Au fait, je commence tout de suite un détail là. Vous voyez ces statues ici, étranges? On m'a souvent posé la question, mais qu'est-ce que c'est que ces statues là? Ce sont les statues d'Évergète. Et il se trouve qu'à Palmyre, c'est justement une caractéristique, et donc des Romains assez riches donnaient de l'argent pour la cité en finançant des colonnes, des bâtiments publics, et puis ils se mettaient comme ça modestement représentés sur leurs colonnes. Alors il ne faut pas les confondre avec les statues du fronton. Alors en l'occurrence, les figures du fronton ici représentent des scènes souvent mythologiques, avec des thèmes récurrents dans la mythologie grecque. Là ici vous avez Aphrodite, reprise en Vénus par les Romains, et qui donne de la beauté au combat des 2 héros grecs là qui sont représentés en grande taille ici. Hein. Ici vous avez une scène qui représente un combat entre des animaux et des humains, ça c'est très fréquent aussi dans la statuaire grecque. Là vous avez une copie modeste hein, du Laïkoun. Mais au fait c'est quoi ces personnages là? Ces personnages, c'est tout simplement des figurines Preiser de baigneurs de lac. Donc ils sont en maillot de bain en fait la plupart du temps, ce qui m'a servi à faire des nus là. Et ils ont des positions tout à fait étonnantes. Par exemple, en réalité, celui-là, il est en train de nager le crawl, là, vous voyez. Et ceux-là sont en train de s'essuyer avec une serviette. Bon, maintenant, on va passer à la construction proprement dite. J'ai pas voulu utiliser des kits du commerce parce que tout simplement j'ai rien trouvé qui me convenait. En général c'est plutôt de la fantaisie ou alors vous avez des kits avec 3 colonnes qui coûtent 30 ou 40 euros. Ici ce temple m'a en fait rien coûté, c'est pour l'essentiel du bois et du plastique. Bon, on passe aux colonnes. Les colonnes qui sont là, j'ai utilisé des tourillons, c'est-à-dire ça. Ce sont des baguettes de bois cannelées qu'on peut retrouver dans le commerce, ça coûte pratiquement rien. Ici, c'est du 1 cm de diamètre. Là, j'ai segmenté la colonne, mais attention, je ne l'ai pas coupée. Surtout, ne la coupez pas, parce que vous n'allez jamais pouvoir remettre les rondins les uns sur les autres. Il faut juste, avec une scie, comme ça, il faut juste tailler, là, le plus régulièrement possible, pour avoir le bon nombre de rondins posés les uns sur les autres. Ces colonnes imitaient en fait des arbres, c'est-à-dire des troncs, là, avec un feuillage au-dessus. Ici, vous avez les feuilles d'acanthe des chapiteaux corinthiens. Ça, c'est typique de l'époque palmyrénienne, en particulier 1er et 2e siècle après Jésus-Christ. Les grandes structures qui sont là en pierre, alors pour faire cette pierre, c'est très simple. J'ai utilisé des baguettes de bois que j'ai recouvertes de carte plastique. La carte plastique que j'ai utilisée, c'est une carte plastique comme celle-là, de 1 mm d'épaisseur. Je colle à la colle à bois, c'est-à-dire la colle blanche. D'accord ? Je vais vous montrer comment j'ai procédé. J'ai utilisé d'abord du balsa, comme ça, tout simple, léger, qui coûte pas cher. Et ça permet d'avoir du volume. Mais il me faut une texture de pierre, pas une texture de bois comme ça. Donc pour la pierre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la carte plastique, donc d'une épaisseur de 1 mm précisément. Donc c'est assez épais pour qu'on puisse le travailler. Voilà, et c'est pas trop épais non plus pour pouvoir découper, et c'est assez pratique. Ensuite, je prends une règle métallique, comme celle-là. Je prends un stylo graveur. Alors ça, j'ai trouvé ça il y a très longtemps. Je ne sais pas du tout la marque, mais si vous trouvez ça, c'est vraiment top pour graver. Et donc, ce que je fais, c'est que je trace des lignes, comme ça, en gravant plusieurs fois. Voilà. Ça me fait mes limites de pierre. Voilà. Vous voyez, je suis très très net, je suis très très précis. Comme ça, il n'y a pas de souci là. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une fraise boule, alors montée sur une machine mécanisée, hein, là c'est juste pour montrer en vidéo, et j'ai creusé ma pierre. Je l'ai vraiment abîmée, je l'ai complètement rendue poreuse en lui faisant des trous à l'intérieur, là, paf, 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 comme ça. Après, j'ai utilisé une fraise boule, là, pour lisser un peu et donner quelque chose d'un peu plus harmonieux. Et pour finir mon lissage, j'ai carrément utilisé des fraises à point de diamant, comme ça. Alors avec ces fraises, on peut bien lisser et on rattrape un peu les niveaux pour avoir quelque chose qui a été érodé avec le temps.
Et c'est comme ça que j'arrive à avoir une texture de pierre abîmée et usée sur un volume de bois. Donc une fois que le bois est recouvert de carte plastique, on a le volume grâce au bois et on a la texture grâce au plastique. Mais après, il faut arriver à homogénéiser tout ça pour pas qu'on voit de joints de pierre, par exemple ici entre toutes mes marches là qui sont là et tous mes niveaux de pierre. Donc pour ça, j'ai utilisé un produit spécial. En l'occurrence, c'est de l'enduit de rebouchage prêt à l'emploi qu'on trouve au magasin de bricolage. C'est une pâte en fait blanche acrylique, donc diluable à l'eau, et vous le diluez avec de l'eau dans un pot de yaourt, ce que vous voulez. Et ensuite, vous le badigeonnez sur toute la surface. Le temple va devenir tout blanc. Voilà. Et comme ça, vous aurez votre joint de pierre. Et il n'y aura plus de lacunes entre le bois et la pierre. Et vous aurez quelque chose de très harmonieux, ça sera parfait. Bon, maintenant, on va passer à la peinture. Alors la peinture, là, j'ai voulu représenter un temple palmyrénien en plein désert de Syrie. Et il faut les teintes du Wadi Rum, il faut les teintes des couleurs de là-bas. Donc pour ça, je suis parti dans une palette très rouge et rouge-brun. Donc voilà comment j'ai procédé. D'abord, je peins tout en noir, à la bombe. Comme ça, je m'embête pas. Je vais donc partir du sombre pour revenir au clair. Quand j'ai ça, j'ai quelque chose de trop criard. Donc ensuite, je passe à l'aérographe un voile de sable. Voilà. Alors là, on a l'impression que c'est redevenu trop clair maintenant. Et donc c'est là que je vais pouvoir commencer mes jus qui vont foncer l'ensemble. Un premier jus qui va servir en quelque sorte de filtre. Voilà, ça donne ça. Et un deuxième jus qui va me permettre de faire des coulures que je vais pouvoir travailler pour donner de la vie à l'ensemble. C'est-à-dire que là, je ne vais pas avoir quelque chose d'homogène. Et je me suis arrêté quand le rouge m'a semblé correspondre à peu près à ce que j'avais sur les photos. Donc maintenant, j'ai un temple qui est foncé. D'accord ? Il est dans les rouges bruns. Il est donc bien palmyrénien. J'ai mon premier élément de ma concordance des temps. Mais maintenant, il me faut mon personnage ici. Lui, il appartient à une autre époque. Alors regardez dans mon dispositif ce que j'ai fait. Je l'ai représenté sur un banc de sable clair. Et comme ça, il se détache complètement de l'ensemble. En photographie, on utilise ce procédé souvent. On utilise des zones plus claires pour faire ressortir le personnage, le centre d'intérêt. Okay. Donc ici, mon personnage est bien lui, le sujet principal de la scène, et qui regarde comme ça dans le fond. Et nous, comme ça, on est comme lui, spectateur de la scène, et on va regarder tout ce temple-là comme ça, et qu'on a envie de retourner, bien sûr, pour voir ça. Voilà. Alors, au fait, le personnage principal de la scène, c'est une figurine Red Oak. Je vous dis juste un mot sur cette marque absolument extraordinaire de mon copain Norbert, qui habite à Saint-Étienne, là, et qui fabrique des figurines comme ça. Alors ça, c'est pas le légionnaire, mais vous pouvez toujours le trouver. Ce sont des vrais gens qu'il a scannés pendant plusieurs minutes, et ensuite, il a recomposé l'image pendant plus d'une semaine pour obtenir un personnage ultra réaliste. Et ça, vous ne pourrez pas le trouver dans le commerce, il n'y a que lui qui le fait, ça. Alors, il faut le commander sur son site, vous pouvez y aller les yeux fermés. Là, regardez le niveau de détail, c'est absolument exceptionnel. Voilà. Pour finir, je vous montre quelques images d'autres constructions réalisées par un Nîmois dans les années 1880, donc ça date pas d'hier. Cet homme m'a fait des maquettes absolument géniales du Colisée, du Panthéon de Rome, etc. et des monuments aussi de Nîmes et d'Arles. Et il a tout fait en liège. Alors le liège, c'est un super matériel pour travailler, c'est pas super précis, mais par contre ça coûte pas cher bien sûr. Avec le temps, certaines colonnes se sont un peu déformées, mais enfin quand même c'est un super travail. Voilà, je vous laisse admirer et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo dans les chroniques du blindage.